Je vais voir ce que c'est que la célérité de la lumière, qui est une des caractéristiques, bien sûr, de la lumière, hein, parce que je suis en train de parler de la lumière, et vous voyez que hein, ici, euh, on peut se dire que les premières déterminations de la vitesse de propagation de la lumière ont été faites par ce fameux monsieur que vous voyez instamment, présentement ici, devant mon tableau, qui est Romer, R-O-E-M-M-R-O-E-M-E-R. Et ceci a été fait donc en 1676. Et ça, grâce bien sûr à des observations, on va dire des observations astronomiques. C'est grâce à des observations astronomiques qu'il a pu décrire, donc donner une première approche de la vitesse de détermination de la vitesse de propagation de la lumière. Alors après, on vient en 1850, on retrouve Foucault et Fizeau, hein, qui ont mesuré avec une assez grande précision donc la célérité de la lumière dans l'air et dans l'eau. Bon, ce qui apparaît le, le plus proche à mesurer, c'est dans l'air et dans l'eau, parce qu'on vit dans l'air, hein, on vit dans une atmosphère remplie d'air, donc la lumière parcourt l'air, mais aussi la planète bleue est surtout bordée d'eau. Donc en fait, ce qui nous vient à l'esprit de mesurer en premier lieu les vitesses, c'est dans l'air et dans l'eau. Voilà, parce que dans la Terre, c'est composé d'une couche d'atmosphère où on peut respirer et que la lumière traverse peut passer dans l'air, elle passe aussi dans l'eau, voilà, dans l'air et dans l'eau. Alors, ce qu'on peut dire, donc c'est avec une assez grande précision que Foucault et Fizeau ont calculé donc cette fameuse, ce qu'on appelle vitesse de propagation de la lumière, qu'on appelle célérité de la lumière. C, hein, généralement on l'appelle petit c et non pas V. V. Et donc, ces mesures ont été reprises par différents donc, expérimentateurs, entre autres par Monsieur Michelson. Et bien sûr, la précision en a été améliorée déjà à ce moment-là avec Michelson et au fur et à mesure, avec le temps, comme je l'ai expliqué, avec les appareils qui devenaient de plus en plus performants quant à l'usage de l'expérimentation donc, et de l'expérimentation pour étudier, je veux dire, la particularité de la célérité de la lumière. Donc, on a pu constater que dans le vide, la célérité de la lumière, elle est constante. Ici, on a une célérité constante dans le vide. Hein. La célérité, donc la vitesse de la lumière, dans le vide, elle est constante. Elle est constante, quelle que soit donc la fréquence de l'onde. Hein. Quelle que soit sa fréquence, donc la période de la longueur d'onde. Voilà, qu'on soit dans l'infrarouge ou peu importe, l'infrarouge, le rouge, voilà, quelle que soit la longueur d'onde, ben, la vitesse de la lumière est constante. Dans le vide, attention. Et la valeur actuellement retenue, maintenant, on utilise je veux dire, cette valeur qui est 299 792 792,5 voilà, kilomètres à la seconde, avec une précision de plus ou moins, on va dire, 0,3 km par seconde. Voilà. À 3 dixièmes de kilomètre par seconde, c'est bon. À 3 dixièmes, hein. À 3 dixièmes près. Donc autant dire qu'on peut aller de 299 792,8, hein, je peux aller jusque 8, au grand maximum 8, c'est toujours bon. Hein, et je peux descendre jusque 2 au maximum. Hein. Voilà, elle est bornée, on va dire, avec un majorant et un minorant. Voilà. Je ne peux pas dépasser 8 et je peux pas monter au-dessus de 8 au niveau de précision et être en dessous de 2. Donc on est situé entre 229 792,8 et 299 792,2. Voilà. Et si on se trouve entre 0,8 et 0,2, on est bon. Voilà. Et bon, pratiquement, vous comprendrez que pour les calculs, ben, on utilisera une vitesse de
euh, 300 000 km par seconde. Voilà, ça c'est pour les calculs. Bon, pour simplifier les calculs, on utilisera rarement celui-ci, mais plutôt celui-ci. On a donc des puissances de 10, qui est 3 fois 10 exposant 5 km à la seconde. Bon, maintenant vous allez me dire, oui, mais dans d'autres milieux, la lumière se propage pas de la même manière. Elle se propage plus lentement que dans le vide, hein, parce que le vide c'est le plus facile. Hein. Ouais, quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Bon, pour atteindre ces vitesses-là, il faut des petits corps. Hein. Vous comprendrez que c'est les petites particules qui atteignent ces vitesses-là. Voilà, c'est des particules, des petites particules. On n'a jamais un camion qui va atteindre cette vitesse-là parce que c'est trop massique. Hein. Quand il y a trop de masse, ouais. Par exemple, je vois mal une planète aller à la vitesse de la lumière. Hein. Voilà, c'est des petites masses, très petites masses, qui sont, on va dire, qui ne pèsent presque rien, hein, qui sont proches de la masse de zéro, ils sont proches de la masse de zéro, qui font, par exemple, un électron euh, a une masse très petite, proche de zéro, donc fatalement, elle peut aller à la vitesse de la lumière, c'est très petit. Voilà. Tout ce qui est corpusculaire, proche de masse, proche de zéro, peut atteindre des vitesses proches de la lumière, mais maintenant, quand on commence à augmenter les masses, plus on commence à avoir une inertie, et l'inertie fait que euh, on a à cause de la masse devient pesante, et plus enfin, la masse devient de plus en plus prépondérante, et plus la masse devient prépondérante, bon, il y a des difficultés je veux dire, de faire propager une masse qui a une certaine valeur. Et donc, on n'atteindra jamais des vitesses avec certaines masses. Il faut des masses très proches de zéro pour atteindre des vitesses de la lumière. Bon, ce que je voulais dire, c'est que donc, dans d'autres milieux, donc la lumière se propage plus lentement donc, que dans le vide, et la célérité n'est pas la même pour les rayonnements dont la fréquence diffère. En, en d'autres termes, si je prends dans le vide, ben, ici, la vitesse de la lumière, elle est constante, quelle que soit, on va dire, euh, la longueur d'onde lambda, que ce soit de l'infrarouge ou peu importe. Je veux dire, la vitesse de la lumière dans le vide est toujours constante. Par contre, si je prends euh, euh, si je prends par exemple un autre milieu qui n'est pas le vide, hein, qui n'est pas le vide, je peux prendre l'air, je peux prendre le verre, le plexiglas, peu importe. Là, à ce moment-là, la lumière se propage, donc on va dire plus lentement que dans le vide, fatalement. Et à ce moment-là, la célérité n'est pas la même pour les rayonnements euh, pour différents lambda. Voilà. Pour différents lambda, le C n'est plus constant. Elle n'est que constant dans le vide. Et dans les autres milieux, c'est plus constant. Si on change lambda, ben, le C varie. Par exemple, à une fréquence plus grande correspond une célérité plus faible. Alors, donc, si je prends une fréquence plus grande, si je prends une fréquence plus grande correspond à une célérité plus faible. Donc, fréquence période plus grande, c'est ceci. On doit faire plus d'ondulations. Hein. Vaut mieux faire une ondulation en une seule passe va plus vite que de faire plusieurs ondulations pour arriver à un certain... Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, puis si j'augmente la fréquence, donc les ondulations augmentent, et donc la célérité, je veux dire, diminue, la vitesse est plus petite. Enfin, ça c'est pour un autre milieu que le vide, parce que dans le vide, quel que soit, je veux dire, la fréquence, quelle que soit la longueur d'onde, mais je veux dire la célérité est constante, dans le vide. Dans un autre milieu, c'est plus le cas. Voilà. Bon, mais on va considérer quand même que cependant, dans l'air, les variations sont si petites qu'on peut en première approximation conserver la valeur de 300 000 km/s pour la célérité de la lumière dans l'air. Voilà. Donc on va la considérer malgré tout dans l'air comme constante. Pourquoi? Parce qu'on dit que en première approximation, parce que ces variations sont très petites. Très petites. Bon, autant dire que cette vitesse est considérable et dans de nombreux cas, donc la transmission de la lumière peut être considérée, comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, comme étant instantanée, c'est-à-dire, ouais, à courte échelle. Hein.
Courte échelle, bah, à grande échelle, c'est plus le cas. Elle est plus considérée comme, je veux dire, instantanée, hein. Bon, comme j'ai expliqué, je répète encore une fois par rapport à ce que j'ai vu par rapport à la vidéo précédente, il faut se rendre compte que la lumière donc, du soleil met 8 minutes pour nous parvenir. Comme j'avais expliqué, j'avais fait un calcul dans la vidéo précédente, mais en fait, c'est plus que ça, c'est un peu plus, hein, c'est 8 minutes 48 secondes. Donc moi j'avais fait un calcul avec 8 minutes, mais alors, bon, on peut le faire avec 8 minutes 48 secondes pour nous parvenir, donc pour aller du soleil à la Terre, d'un point A à un point B, la vitesse de la lumière va se propager, donc d'un point A, enfin la lumière va se propager d'un point A à un point B à une vitesse qui est de 300 000 km secondes, et donc j'avais fait un calcul, et j'avais montré qu'il y avait un nombre de kilomètres soleil-terre par rapport aux 300 000. Bah, je peux refaire le calcul, hein, pas de problème. Je vais faire vite le calcul. Donc, 300 000 km secondes fois 60 secondes pour avoir une minute, fois 8, je fais fois 8, voilà. J'avais trouvé 144 millions de kilomètres. 144 millions de kilomètres. Ouais, je ne me trompe pas, c'est bien 144 millions de kilomètres. Le Soleil se trouve à 144 millions de kilomètres par rapport à la Terre, rien qu'en connaissant, je veux dire, le temps de parcours de... comme c'est une vitesse, ouais. Ouais. En fait, il fait la propagation effectue un MRU. Hein. C'est un mouvement vibratoire, ouais, mais qui effectue une propagation rectiligne, donc un MRU. Donc, autant dire qu'on a l'espace, c'est la vitesse fois un temps. Donc, on a des mètres. Des mètres, c'est bien des mètres par seconde fois des secondes. Et si j'ai simplifié ça, on a bien des mètres. Donc, la vitesse fois un temps, c'est bien un espace. Bon, si je prends une particule, bon, très petite, hein, parce que bon, je ne sais pas faire aller à la vitesse n'importe quelle masse à la vitesse de la lumière, donc je prends une propagation voilà, d'une particule corpusculaire, et je dis que là, elle atteint la vitesse de la lumière c fois t, ben, elle va parcourir un espace E. Voilà, c fois t. Espace parcouru vaudra c fois le temps donné. Voilà. Et bien sûr, si je parcours une période, sur une période t, mais on va parcourir quoi? Une longueur d'onde. Longueur d'onde lambda. Lambda, c'est c fois t. Bon, attention que t, c'est aussi l'inverse de la fréquence. Hein. Donc c'est c sur f. Voilà. Ou en d'autres termes, la vitesse de la lumière vaudra lambda f. La longueur d'onde fois la fréquence sera une constante qui sera, bien sûr, dans le vide, une constante qui sera lambda fois f. Donc dans le vide, lambda fois f sera une constante. Donc je disais, je viens de faire le calcul pour calculer, donc se rendre compte que la lumière du soleil met 8 minutes pour nous parvenir et que c'est à 144 millions de kilomètres de la Terre. Le soleil se trouve à 144 millions de kilomètres de la Terre et que celle de l'étoile la plus proche est à 4 ans. C'est plus à 8 minutes. J'imaginez qu'est-ce que c'est que 4 ans. 4 ans. À un point tel que certaines galaxies se trouvent donc à des distances telles que la lumière met quelques milliards d'années avant de nous arriver. Bon, on va calculer pour 4 ans. Hein.
je vais calculer pour 4 ans. Si on a une étoile qui est à 4 années d'ici, 4 années, hein, 4 ans, qu'est-ce que c'est? 4 ans, en partant de la seconde. Donc 300 000 km à la seconde. 300, c'est 3 fois 10 exposant 5 km par seconde. Alors, fois 60 secondes pour avoir une minute. Alors, fois 60 pour avoir une heure. Fois 60 pour avoir une minute. Oui, là, je suis à une minute. Si je fais fois 60, j'ai une heure. Fois 24 pour avoir 24 heures. Fois... Ça, c'est pour une journée. Dans un mois, on va compter en gros qu'il y a 30 jours. En gros, hein, en moyenne, on va vous dire qu'il y a 30 jours. 30 jours, ça fait un mois. Là, on est à un mois. Et qu'une année composée de 12 mois, je fais x 12. Et comme on a 4 ans, ça fait x 4. Vous faites tout le calcul là, vous allez trouver à combien de kilomètres se trouve la première étoile, puisqu'elle se trouve à 4 ans d'ici. Je prends la machine. Donc, je fais 300 000 fois 60 fois 60, c'est 3600 fois 24 fois... Ah, là, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Hein. Donc, je fais 300 000 fois 3600. Ouais, je me suis encore trompé. Je vais un peu trop vite. 300 000 fois 3600 fois 24 fois 30 fois 12 fois 4. Wow. Donc, ce qui fait 3,732 48. Ouais, c'est ce qu'on voit. 48 fois 10 exposant 13. Voilà. Autant dire que bon, on va pas parler en kilomètres, hein, c'est immense. Hein. Ça, c'est en kilomètres. Hein. C'est en kilomètres. Voilà. Donc ici, pour des distances, ça c'est une distance astronomique. Hein. Et pour les calculs astronomiques, on va pas appeler les kilomètres fatalement. On va appeler ce qu'on appelle l'année-lumière. Alors, l'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière pendant une année. Pendant une année. Donc on va calculer ça. Donc la distance parcourue donc l'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière pendant une année. Bon. Autant dire qu'on a 300 000 km à la seconde, fois 60 secondes pour avoir une minute, pendant une minute, fois 60 pour avoir une heure, fois, on a dit 24 pour avoir 24 heures, fois 30 pour avoir une moyenne de 30 jours, fois 30, c'est un mois. Dans un mois, enfin on a 12 mois. Voilà, on va calculer ceci. Donc 300 000 fois 3600 fois 24 fois 30 fois 12. Je trouve 9,33, 12.
9,3312 fois 10 exposant 12 kilomètres. Hein. Voilà. Mais en fait, la lumière, si on veut être plus précis, si on veut, là, ça fait, si je fais 9331 fois 2 fois 10 exposants 9, puisque j'ai reculé de 3, 1, 2, 3, 2, 3. Donc j'ai fait fois 10 moins 3, 10 moins 3 fois 10 moins 12, fois 10, 12, fait 19. Ce qui fait 9331 milliards. 9331 milliards de kilomètres. Voilà, c'est 9331 milliards de kilomètres. Bon, mais en vérité, l'année-lumière, exactement, c'est 9467. Bien sûr, 9467 milliards de kilomètres. Pourquoi? Parce qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Moi, ici, si vous regardez bien, tout d'abord, j'ai pris 300 000. J'ai pris 300 000, j'ai approximé à 300 000. Hein, et j'ai pris 30 jours. 30 jours. Voilà, j'ai pris des années de 30 jours. Voilà. Et en vérité, si on fait un bon calcul, ben, faudrait bien répartir entre 30, 30, 30, 31, 30, 31, 30, 31, etc. Hein, ne pas faire directement 30 fois 12. Parce que moi, j'ai fait une moyenne. J'ai pris en moyenne que 30, 31 et 20, et 28 les années bissextiles, ça faisait 30. Bon, si on veut calculer avec plus de précision, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, j'ai voulu avoir un calcul rapide, mais d'un calcul rapide, bon, j'ai une petite erreur. Je peux regarder l'erreur que j'ai, je fais la différence entre ça et je divise par celui-là. Et j'obtiens le pourcentage d'erreur. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Faut que je trouve ma machine. Ah, voilà. Voilà. Si je fais... je vais soustraire... Ici, de toute façon, il est exposant. Je vais prendre 9467 et 9331. Donc, je vais me prendre, puisqu'ils sont tous les deux en milliards, donc je simplifie les milliards. 9331,2 moins 9467 divisé par 9467. Voilà, je fais fois 100. Voilà, j'ai 1,4% d'erreur ici par rapport à la vraie année-lumière. Je fais 1,4% d'erreur. Voilà. Avec ceci, je fais 1,4% d'erreur pour trouver que la première étoile est à cette distance-là. Bon, maintenant, est-ce que 1,4% c'est beaucoup? Ben, c'est relatif. Hein. C'est relatif. C'est 1,4% par rapport au kilomètre, voilà, au nombre de kilomètres. Ben, à l'échelle humaine, 1,4, bon, ça peut paraître beaucoup. Hein. À l'échelle humaine, ouais, à l'échelle humaine. Mais à l'échelle astronomique, 1,4%, c'est rien du tout. Ça dépend à quel niveau qu'on se situe. À l'échelle humaine, 1,4% de 9467, bon, hein, je peux faire le calcul, hein. 9467 fois 1,4 divisé par 100, voilà, ça fait 132 milliards de kilomètres, ça fait quand même énorme. Hein. J'ai quand même 1,4, c'est sur des milliards de kilomètres, c'est vrai que c'est énorme. Hein. À l'échelle humaine, c'est énorme, 132 milliards, mais à l'échelle astronomique, dire, ça le paraît moins. Bon, tout dépend si on voit du point de vue humain ou si c'est au niveau spatial entre planètes. Bon, bah à l'échelle humaine, c'est vrai qu'1,4%, c'est énorme. Voilà. L'erreur de 1,4%, c'est énorme. Donc, autant prendre les calculs avec plus de précision, 9467. Voilà. Maintenant, si je. Donc, là, ça, c'est quand on a la première étoile qui se trouve à 4 années. 4 années de. 4 années. Et donc, on utilise non plus les kilomètres, mais les années-lumière. Hein. Pour les échelles astronomiques, on utilise donc l'année-lumière. Et donc, si je reprends ce calcul-ci, où est l'année-lumière?
Ici, j'ai calculé pour 4 ans. Ouais. Voilà, pour 4 ans, c'est ici. Voilà. Ça, je viens de définir l'année-lumière hein, précédemment, mais là, c'est l'étoile qui se trouve à 4 ans de. euh, voilà, à 4 ans d'ici. La lumière met 4 ans pour arriver de la première planète, enfin, la première étoile qui se trouve éloignée à la Terre. Voilà. Maintenant, l'année-lumière, on la retrouve ici. 60 fois 60 fois 24 fois 30, voilà. Et là, j'ai une année-lumière par rapport à mon calcul à moi, et non pas par rapport à la précision du 9000 heures. Là, si je calcule par rapport à ça, j'ai 1,4% d'erreur. Bon, je vais calculer par rapport à ça avec 4% d'erreur. On a combien? Donc ceci, on avait dit que c'est 9 millions, 9 milliards. Moi, si je le calcule avec pour 1,4% d'erreur, c'est 9 milliards 331. Oui, fois ceci, bien sûr. Hein. Donc, ici, il y a 4. Si le met 4 ans pour parcourir, ça fait 4 années-lumière. Ici, on a 4 années-lumière. Hein. Ah ouais, ici, on a 4 années-lumière. Si la lumière nous met 4 ans pour venir de l'étoile jusqu'à la Terre, il y a 4 années-lumière. Maintenant, pour savoir combien de kilomètres, ça fait voilà, ça fait ceci. Il y a 4 années-lumière ici, totalement. Okay. La lumière met 4 ans pour nous parvenir, ça fait 4 années-lumière. Donc, je peux calculer directement par rapport à l'année-lumière. Si je fais que l'année-lumière par rapport à mon pourcentage d'erreur fait 9331,2 fois 10 exposant 9 km, moi je devrais retrouver ça. 9331,2 fois 9. 9331,2 ça c'est la distance parcourue en une année-lumière. Donc je ne dois pas faire x9, je dois faire x4. Je vois pas pourquoi je fais x9. Je dois juste faire x4 puisqu'il y a 4 ans. Donc 9331 x 4. Et là, on retrouve bien ceci. Au milliard près. Au milliard près. Donc autant dire que c'est bon. On retrouve bien 9331 x 4. Mais je vais obtenir 3700. Enfin, 37 324. 37 324,8. Et si je recule de 4 ans, là on a 10 exposants en 9. Et si je recule de 4 ans, 1, 2, 3, je suis ici. 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. J'ai bien 10 exposants, 13. Voilà, donc on a bien ceci, 3 fois 3,73 248 100 millièmes, mais fois 10 exposants 13. Donc ceci c'est l'année-lumière approximée. Maintenant j'aurais pu mettre l'année-lumière exacte. L'année-lumière exacte c'est 9,467 exposants fois 10 exposants 12. Voilà. Bon, je peux résumer la chose. Bon, c'est 9331,2 fois 10 exposants 9
km, ça c'est une année-lumière à 1,4% d'erreur. Maintenant, 9467 fois 10 exposants, bien sûr, 9 km, mais c'est une année-lumière définie telle qu'elle. Voilà, l'année-lumière, c'est 9467. Voilà. Maintenant, je peux avoir 9,333. Ici, je peux mettre, si je mets, là, on peut jouer avec les exposants. Là, je recule de 1, 2, 3 rangs. Ce qui fait 10 exposants, 12. Là, je peux mettre 9,467, mais c'est 10 exposants, 12. Voilà. Et ça, c'est une année-lumière. Voilà. Maintenant, si vous voulez, pour 4 ans, ben, vous faites 4 années-lumière. Si l'étoile est à 4 années-lumière, vous faites x4 ici, x4 ici. Là, vous l'aurez avec plus de précision. Si vous faites calculer avec celui-ci, avec 1,4% d'erreur, ce qui est énorme quand même, que j'ai dit, 1,4% d'erreur, c'est énorme quand même pour des distances astronomiques comme ça, en fait, en calculant en milliards. Ouais, parce que on est dans le grand, quelques pourcents du grand, ça fait toujours du grand. Maintenant, si on était dans le petit, quelques pourcents du petit, on reste dans le petit, dans le très petit. Bon, il faut savoir que dans l'eau, la vitesse de la lumière, bon, elle parcourt donc elle se propage à 225 000 km à la seconde. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut définir un rayon lumineux? Ben, un rayon lumineux, on peut dire que le rayon lumineux, c'est la droite suivant laquelle se propage donc, la lumière. Et théoriquement, il n'est pas possible d'isoler donc un rayon lumineux, mais en pratique, on va la considérer comme un rayon lumineux, enfin, qu'un rayon lumineux existe. En pratique, on va dire qu'un rayon lumineux existe. Et un faisceau lumineux, ben, c'est un ensemble de rayons lumineux qui peuvent être soit parallèles, comme on l'a expliqué auparavant, parallèles, convergents ou divergents. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de ça. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Euh, quand on fait des calculs de la vitesse de la lumière dans l'espace, mais l'espace est tellement grand que bon, à ce moment-là, on aura des parcours sur des distances astronomiques, comme on dit. Des distances astronomiques, c'est énorme. Et faire quelques pourcents d'erreurs sur des distances astronomiques, il reste des grandes erreurs malgré tout. Donc autant prendre les unités précises. Ouais, pas jouer avec des unités, je veux dire, qui sont. Enfin, pas jouer avec des pseudo-unités qu'on voudrait bon, simplifier en première approximation. La première approximation, astronomiquement, donne des erreurs, des grossières erreurs. Donc autant calculer directement avec 9,467, qui est véridiquement l'année-lumière, et pas commencer à chipoter avec des calculs qu'on pourrait, je veux dire, se simplifier, puisqu'on ne simplifie rien, parce que 1,4%, c'est immense. Voilà. Et que le soleil nous met 8 minutes 48 pour arriver du soleil, enfin, que la lumière du soleil fait 8 minutes 48 pour nous arriver du soleil jusqu'à la Terre, voilà, alors que 8 minutes 48, voilà, alors que la première étoile est à 4 années-lumière de la Terre en fait. Autant dire que vous voyez où se trouve là, hein, 8 minutes 48 pour le soleil, et la première étoile est à 4 années-lumière. 8 minutes pour le soleil, 4 années-lumière.
Voilà. Donc, euh, donc la première étoile nous met 4 ans pour arriver, pour que sa lumière arrive sur Terre, et le Soleil 8 minutes. Vous imaginez ce que ça veut dire, hein. Où se trouve la première étoile à 4 années-lumière de la Terre. 4 années-lumière pour rencontrer la première étoile. Voilà, et ceci, je résume aussi que est-ce que la vitesse de la lumière, bon, c'est une vitesse tout d'abord limite. On peut en discuter, hein. C'est une vitesse limite. On ne sait pas la dépasser, cette vitesse limite de la lumière. Mais heureusement que ça se propage vite. Heureusement. C'est une vitesse limite, mais c'est une vitesse maximale. Heureusement que ça se propage vite, parce que si ça se propagerait pas vite, ben, imaginez-vous la lumière qui nous viendrait de la première étoile, combien de temps qu'elle parcourrait avant de nous arriver. Autant dire que peut-être qu'on n'aurait même pas un ciel illuminé, parce que il serait pas illuminé, parce que la lumière ne parviendrait pas à un moment bien précis, elle serait en train de parcourir tellement que la vitesse serait faible, on n'aurait pas cours. Et celle du soleil, bon, voilà, si ça veut dire que le soleil parfois chaufferait plus, enfin, le soleil, ouais, le soleil, je veux dire, peut-être chaufferait plus, hein, à un certain moment, enverrait des ondes lumineuses plus fortes à un certain moment, mais que le temps qu'elle nous arrive, si elle n'allait pas 300 000 km/s, mais à des vitesses vraiment relativement réduites, qu'est-ce qui se passerait? On aurait de la lumière qui viendrait longtemps après. Bon, on aurait un fameux décalage, hein, un fameux décalage. Ces décalages peuvent être perceptibles sur des grandes distances. À la vitesse de la lumière, ces décalages sont perceptibles à très très grande distance. Voilà, elles sont perceptibles. Voilà. À très très grande distance, elles sont perceptibles. Mais imaginez-vous si on n'avait pas la vitesse de la lumière. La vitesse, si la vitesse de la lumière ne serait pas à 300 000 km/s, mais par exemple à 300 km par heure. Réduisez la vitesse de la lumière, mais tout va être, je veux dire, décalé, hein. Tout va être décalé, on va recevoir la lumière longtemps après que la lumière en a été diffusée. Bon, on serait en plein dans les illusions optiques, hein. On voit quelque chose, on ne verrait pas quelque chose, alors qu'il y a quelque chose qui envoie sa lumière. Voilà. À grande distance, on peut comprendre les illusions optiques, à grande distance, mais pas courte distance entre Soleil et Terre. Bon, sur l'échelle dans l'univers, la distance Terre-Soleil, c'est une courte distance, très petite distance, hein. Elles sont rapprochées, c'est comme si elles se touchaient. C'est comme si elles se touchaient. Dans l'échelle astronomique de l'univers, bon, elles sont proches l'une de l'autre. Bon, mais maintenant, euh, heureusement qu'on a déjà pas, on a déjà un petit décalage de temps pour que la lumière arrive donc en 8 minutes 48 du Soleil jusqu'à la Terre. Elle nous arrive en 8 minutes, un décalage, c'est un très petit décalage, bien elles sont fort rapprochées dans l'univers entre le Soleil et la Terre. 8 minutes 48, c'est pas beaucoup. Mais imaginez-vous maintenant des plus grandes distances, des plus grands temps de propagation. À ce moment-là, on est en plein phénomène d'illusion, hein. On voit quelque chose apparaître, alors que bon, on voit quelque chose qui n'apparaît pas, alors que alors qu'il a été émis depuis longtemps et on ne le voit pas. Deuxièmement, on pourrait l'avoir à l'inverse. S'il arrête d'illuminer, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il arrête d'illuminer si on n'avait pas, si on avait ces fameux temps là d'illusion, d'illusion. euh, s'il a émis, s'il a déjà émis, qu'il a un retard, ben, on va avoir une illusion parce qu'on n'a pas encore reçu le signal. Il a déjà émis, mais le temps qu'il arrive, on ne le voit pas encore. Maintenant,
s'il a fini d'émettre, s'il a fini d'émettre, on le voit, on voit encore la lumière alors qu'elle a fini d'émettre. Parce que le temps qu'elle arrive, voilà, elle nous arrive, et voilà. Donc est un jeu d'illusion. Donc autant dire que 300 000 km, bon, à l'échelle humaine, bon, c'est bien pour voir les petits décalages sur les terres de 8 minutes. Mais maintenant, on a déjà une petite illusion de 8 minutes. C'est une petite, mais bon, c'est peu perceptible. Par contre, dans l'univers, les temps de les- les distances de propagation de la lumière sont immenses que là on a de véritables illusions. De véritables illusions. Hein, si la première étoile nous fait 4 ans pour arriver jusqu'à la lumière, là on peut avoir des illusions. Si l'étoile elle meurt tout de suite, ben, alors, l'étoile est morte, alors que bon, on a court sa lumière qui arrive. Voilà. C'est une illusion. Maintenant, on peut avoir aussi l'étoile qui vient naître, elle est née, mais on ne la voit pas, parce que voilà, la lumière n'est pas encore arrivée sur Terre. Bon. Donc voilà, c'est toute la lumière, ça peut être un jeu d'illusion du fait que à cause des distances, hein, des distances astronomiques et des temps de propagation, et donc on voit des choses apparaître alors que bon, elles ont cessé, je veux dire, leur activité, et on voit des choses, on ne voit pas de choses alors qu'il y a une activité. Autant dire que on a affaire à des illusions. Et donc, l'optique va créer des illusions. Tout ça, pourquoi? À cause de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, notamment avec ce que j'ai expliqué, la loi de la réfraction. Les premières illusions qu'on voit, c'est... bien sûr, il y a les illusions optiques, hein, les illusions optiques avec les miroirs. Hein, bon, ça, j'expliquerai plus tard. Mais on peut avoir la première des illusions, c'est une illusion d'un bois dans, 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 dans l'eau qui paraît déformé. Qui paraît déformé. Voilà, ça c'est une illusion. Pourquoi? Parce que euh, la vitesse euh, dans l'air et dans l'eau, la vitesse de la lumière dans l'air, la célérité dans l'air et dans l'eau n'est pas la même. Donc fatalement, ici, il y a une loi de la réfraction, et donc on a une déviation, on a toujours une ligne droite, mais une déviation, ce qui fait que le bois va paraître, on va dire, va paraître, donc c'est bien une illusion, va paraître déformé. Donc les premières illusions, les illusions se font beaucoup avec, je veux dire, la vitesse de la lumière qui déforme beaucoup de choses, que ce soit dans l'espace ou dans différents milieux, dans le vide ou dans... Voilà. La lumière est propice, la lumière est propice aux illusions. La lumière est propice aux illusions. Voilà. Je veux dire, euh, quand on est dans le désert avec, je veux dire, et qu'on voit un mirage, ben voilà, c'est une illusion optique. Voilà, une illusion optique due à la lumière. Voilà. Quand voilà, on a des vapeurs qui se font, des vapeurs, et qu'on a de la lumière on a un jeu de lumière à travers des vapeurs, ben, là, encore une fois, on a des illusions optiques. Les illusions optiques viennent apparemment le plus souvent de la lumière. Notamment, hein, on peut jouer avec la lumière pour faire des hologrammes. Des hologrammes, faire des illusions optiques. Hein, des illusions optiques. Faire des instruments. Enfin, avant, il y avait ce qu'on appelle le Viewmaster. Un Viewmaster, on peut, voilà, View Master, ouais. Voilà, donc on avait des effets d'illusion euh, en 3D, hein, on créait de la 3D, je veux dire, et de la 3D, on plongeait dans un environnement en 3D, en 3D. Et tout ça grâce avec un jeu de lumière. Et la lumière permet, je veux dire, ces illusions, ces illusions optiques. Et donc de ce point de vue-là, les illusions peuvent être créées grâce au laser. Hein. Le laser peut créer des illusions, la lumière tout court, et d'autres, beaucoup de choses peuvent créer des illusions au niveau des radiations, je veux dire, lumineuses. La radiation lumineuse peut créer notamment par les mélanges de couleurs. Les mélanges de couleurs, on peut avoir des illusions d'optique, des illusions, des déformations, voilà, voilà, voilà. Donc la lumière intervient beaucoup dans le jeu des illusions, dans le monde des illusions. Mais notamment, une des premières illusions, elle est donnée par la vitesse de la lumière qui va créer des illusions optiques. Des choses qui ne sont plus là alors qu'elles sont là, des choses qui sont là alors
des choses qui sont, enfin des étoiles qui sont plus, on voit la perception, c'est par rapport, attention qu'une illusion, c'est par rapport à une perception visuelle, hein. Ça veut dire que l'observateur voit des choses qui ne sont pas là, ou ne voit pas des choses qui sont là, c'est ça une illusion. Une illusion, c'est ça. Et donc la vitesse de la lumière permet ça. Mais la lumière en dehors de la vitesse, en dehors de la vitesse de la lumière qui permet d'avoir des illusions d'optique, mais il y a d'autres choses qui permettent des illusions d'optique, notamment le mélange de couleurs de la lumière, voilà, le mélange de couleurs, le passage d'un milieu à un autre, différentes choses peuvent faire entrevoir des illusions. Voilà. Grâce à la lumière, bien sûr. Donc il n'y a pas que la vitesse de la lumière qui permet de faire de recourir au jeu des illusions. Il n'y a pas que il n'y a pas que sa propriété de vitesse, de célérité. Il y a aussi sa fréquence qui peut permettre des illusions. Hein, mélanger des différentes couleurs. Alors on va mettre du bleu et du jaune, mais si on fait un mélange, on n'a plus de bleu et du jaune, on a une illusion d'une autre couleur. Voilà. Un mélange de couleurs, etc. etc. Enfin, beaucoup de choses. On peut créer beaucoup d'illusions de différentes manières, avec notamment les hologrammes. La technique pour le Viewmaster, je ne la connais plus, je sais plus comment on appelle ça. Je peux aller voir vite sur internet pour autant que je trouve. Sinon, je le mettrai en vidéo parce que le temps que je cherche, c'est une technique bien précise. Je mettrai peut-être en comment on appelle ça, les vidéos, les Viewmasters. En fait, c'était une comment on appelle ça, une carte avec une carte circulaire. Là-dedans se retrouvaient, je veux dire, tous des petits carrés, je veux dire, de, d'images, des images, et on mettait ça dans l'appareil, et on regardait la lumière, et on changeait, bien sûr, en appuyant sur voilà, un espèce de bouton qui tournait la carte et qui changeait l'image. Voilà. Et si on se mettait bien à la lumière, on avait un beau jeu visuel en 3D. Et alors, bon, on pouvait voir toutes sortes de batailles de Napoléon, on pouvait voir, je veux dire, voilà, des images de Walt Disney, etc., etc., etc. Bon, des images de films, des images, je sais pas moi, dans les bois. Voilà. Donc ça crée un univers, en fait, ça crée un univers, donc une illusion d'univers en 3D bien éclairé, avec des images superbement bien faites on avait l'impression d'être dans l'image, alors que bon, on est à l'extérieur de l'image, et donc on pouvait faire apparaître, je sais pas moi, Blanche-Neige dans les bois avec les 7 nains, et on était plongé dans cet univers, je veux dire, euh, euh, féerique, c'est un univers féerique avec les différentes couleurs, l'environnement boisé, voilà, on était vraiment plongé dans cet univers, je veux dire, d'illusions en 3D faites par le jeu de lumière. Et plus on se plaçait dans la lumière, et plus l'effet était, je veux dire, voilà. Et il y a beaucoup de gens, je veux dire, possédaient ces fameuses cartes. Ils avaient des jeux de cartes hein, sur les batailles de Napoléon, sur les Walt Disney, voilà. Et les gens faisaient, ben, ils gardaient ces cartes-là. Comment est-ce qu'on dit? On dit qu'ils, je sais plus, je me rappelle plus le nom. En fait, ils essaient d'avoir un maximum de cartes et garder ces cartes-là. Voilà, parfois on pouvait se les échanger, les gens se les échangeaient entre eux. Je sais plus le nom. Voilà, donc, et donc ça c'est le principe du Viewmaster. Je me rappelle plus du nom, mais si je retrouve, je mettrai ça en commentaire. Voilà, je vous remercie. Ah oui, le mot que c'est collectionner. Il y en a beaucoup de gens qui collectionnaient, je veux dire, les fameuses cartes circulaires. Hein. C'était des cartes circulaires, comme ceci, avec bien sûr les images 2 à 2, comme ceci. Hein. Tout pour tour, on avait une série d'images, et en fait, qui se présentaient 2 à 2, par exemple, lui avec lui. Lui avec celui-là, là. Celui-là ici, l'image là, se présentait avec celui-ci. Voilà, celui-là avec celui-là. Celui qui était ici, ben avec celui-là, par exemple.
Voilà. Et voilà, c'était voilà, le Viewmaster, c'était ça. Et l'appareil, c'était un appareil, je veux dire, de visionnage qui était plus ou moins, on pouvait mettre ça comme ceci. Ouais, quand je parle d'illusion, heureusement que je ne vous ai pas dit tout de suite, j'ai pas terminé la vidéo parce que heureusement que j'ai pas terminé la vidéo, mais pour vous rajouter ceci, c'est que les appareils de visionnage, euh, il y en avait beaucoup. Il y a l'appareil photographique, hein, qui permettait aussi de faire des jeux d'illusion, hein, notamment le cinéma a compris ça, le jeu de lumière, avec les photos qui circulaient sur bobine, hein. Ah, ça tournait. Oui. Comme ici, le Viewmaster, il tourne, mais ici, les bobines de cinéma tournaient au travers d'un moteur, hein, et après, bon, on passait via un rétroprojecteur qui lançait vers un grand écran cinéma. Maintenant, bien sûr, on est dans le numérique. Bon, c'est plus la même chose. On est dans le numérique. Les films arrivent à travers, euh, voilà, par rapport à un organisme qui gère les films, qui l'envoie par numérique. Et quand l'heure est dépassée, ben, le gars ne sait plus lancer son film. Bon, il doit être à jour pour lancer son film tout de suite, parce que sinon, s'il dépasse l'heure, il n'a plus le film. Voilà. Et les films lui sont envoyés en fonction de ce qui est dicté. Ce qui est dicté. Il doit projeter autant de films de cette série-là, mais au cinéma, mais il doit faire ces films-là pour autant de fois. Donc les cinémas travaillent on va dire pour les producteurs de films en fait, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc ici, euh, les illusions ont été apportées, je veux dire, au travers de la projection, donc au niveau de la rétroprojection, au niveau de la photographie. Ah, mais, on sait bien que c'était des bandes. Le cinéma, c'est tout simplement des photos, photo par photo, qui donnent, je veux dire, une bande de film. On avait la bande magnétique et la bande image et la bande son, hein. Bande son et il faut synchroniser bande son et bande image. Si c'était désynchronisé, on le voyait tout de suite. Voilà. Donc ici, bon, les photos permettaient, je veux dire, des effets d'illusion. On pouvait avoir tous des effets. Ceux qui faisaient des études de photographie pouvaient faire des études, hein, pour avoir des illusions et avoir, je veux dire, une photo qui dépeint, je veux dire, un environnement, je sais pas moi, saccadé, mouvementé. Voilà, et pouvait avoir toutes sortes d'illusions grâce au travail de la photographie. Voilà, je vous mettrai en commentaire la technique utilisée par ce Viewmaster, ouais. Donc en fait, et donc ici on avait le changement pour la rotation. On pouvait faire la rotation je veux dire, voilà, et ici venait, par exemple, les deux. Si vous en aviez deux ici, celui-ci, deux images, ces deux images provenaient ici, et il fallait se mettre à la lumière, et via la lumière, ben, la personne qui regardait via le Viewmaster, voilà, c'est comme une espèce de jumelle, hein, voilà, il se mettait à la lumière et il pouvait voir dans son cerveau décrire l'environnement qui était, je veux dire, sur l'image, avec une vue imprenable, je veux dire des vues imprenables, des vues exceptionnelles, des couleurs exceptionnelles, éclatantes, et qui faisait que bon, c'était vraiment un univers à part, un univers à part. Donc des couleurs éclatantes, éblouissantes, des couleurs féeriques, des couleurs et en plus l'environnement, voilà, c'était vraiment un environnement féerique, bon, immobile bien sûr, immobile, mais le fait de changer on se trouvait d'un environnement à un autre. Voilà, je vous remercie beaucoup.